Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie. Nouveau numéro de questions d'actu. Et ce soir, nous allons parler de la Palestine. Une véritable crise s'installe, menaçant très sérieusement un processus de paix déjà très fragile. Et à l'origine, une décision américaine de reconnaître Al-Quds comme la capitale de l'occupant israélien. Alors pourquoi cette décision? Que cherche l'administration américaine derrière cette démarche dont le rejet fait l'unanimité de la communauté internationale? Quelles sont surtout les conséquences de cette décision, aussi bien sur le processus de paix que sur la diplomatie américaine qui semble s'isoler et perdre du terrain. Alors pour en débattre, nous recevons ce soir M. Mohamed Balhi. Vous êtes journaliste et auteur. Merci d'être avec nous ce soir. Également avec nous, à vos côtés, M. Amazit Boukhalfa, journaliste et auteur aussi. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Docteur Ali Chekchek, président de l'Union des médecins palestiniens en Algérie, merci d'être avec nous ce soir. Et à vos côtés, professeur Chemseddine Chitour, professeur à Polytechnique et auteur de plusieurs ouvrages, notamment un ouvrage sur la Palestine que nous allons présenter tout à l'heure. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Mais avant de commencer notre débat, je vous invite et j'invite le téléspectateur à suivre ce compte-rendu. Il est signé Manal Boutouaba et on revient juste après. Dans leur résolution publiée, les ministres arabes affirment que les États-Unis se sont retirés comme parrains et intermédiaires du processus de paix au Proche-Orient et demandent que les États-Unis annulent leur décision concernant Al-Quds. Rassemblés au siège de la Ligue arabe pour une réunion extraordinaire, ils ont également appelé la communauté internationale à reconnaître un État palestinien avec Al-Quds Est comme capitale. Dans son discours, le ministre des Affaires étrangères algérien Abdelkader Messahel a mis en exergue l'impératif d'une action concertée en vue de faire face à cette décision, tout en appelant à la fois la communauté internationale à assumer ses responsabilités à l'égard du peuple palestinien et à mettre un terme à la souffrance qu'il endure depuis l'occupation de son territoire. في ظل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية. Cette décision condamnable et dangereuse constitue une violation grave de la légalité internationale et des décisions onusiennes et une violation sans précédent des lieux sacrés pour les communautés arabes, musulmanes et chrétiennes que constitue Al-Quds Sharif. Mon pays réaffirme sa position claire et son soutien sans faille au peuple palestinien dans sa lutte courageuse et son droit légitime pour fonder son État indépendant avec pour capitale Al-Quds Sharif, selon les frontières définies en 1967, suivant les lois internationales et les décisions de l'ONU relatives à cela. Il est impératif pour la Ligue arabe d'entreprendre une action concertée en urgence et explorer toutes les voies à même de traduire ce refus international en actes destinés à servir les efforts du peuple palestinien pour faire valoir ses droits. Messahel a rappelé que l'instabilité que connaît le monde arabe est intimement liée à l'échec de la communauté internationale à trouver une solution juste, globale et définitive à la question palestinienne. L'initiative du président Donald Trump a donc été unanimement dénoncée et condamnée par la Ligue arabe. Pour rappel, lors d'une précédente réunion des délégués des États membres mardi, avant la décision américaine, l'institution panarabe avait déjà mis en garde Washington en qualifiant la reconnaissance d'Al-Quds comme capitale d'Israël d'assaut clair contre la nation arabe. Alors, je commencerai avec vous, M. Balhi. Une décision, le moins que l'on puisse dire, peut-être inattendue pour certains. Qu'est-ce qui a pu pousser Donald Trump, président américain, à prendre une telle décision ? Je pense que ce n'est pas une surprise, parce que s'il y a une suite logique de faits, c'est lié d'abord actuellement Trump, il profite d'une situation surtout Proche-Orient. Il y a un délitement général suite au printemps arabe. Et maintenant, c'est un grand boulevard qui s'offre devant les Américains. Et Trump, en fin de compte, il ne fait qu'appliquer une loi votée par le Congrès américain en 1995.
Parce qu'ils profitent d'une situation actuelle où tout est permis. Ce que, à un moment donné, George W. Bush et Clinton, ils avaient refusé parce qu'ils avaient tenu compte d'un contexte politique à l'époque. Ils avaient peur de la réaction du monde arabe. Ce qu'avait fait d'ailleurs à un moment donné Obama, quand il a été à Jérusalem, enfin en Israël, 4 ans après son mandat, il est passé d'abord par le Caire. C'était un clin d'œil, un message envoyé à la communauté musulmane. Vous voulez dire que le contexte arabe actuel est propice à cette... Dire qu'il n'y a plus de monde arabe pratiquement. Il n'y a que les gens qui s'étonnent. Mais on le voit, l'indignation de certains dirigeants arabes, c'est des larmes de crocodile en fin de compte. Mais la réalité aujourd'hui, elle est amère. Il y a une réalité aujourd'hui, c'est moi ce que j'appelle ça un boulevard. Et Trump n'est pas, on dit que Trump c'est un inculte, non. D'abord il a promis, parce que Trump veut montrer qu'il tient ses promesses. Et il faut se rappeler le voyage qu'il a effectué l'année passée, en mai 2017. Il a été reçu pratiquement comme un messie, d'où la réaction... en Arabie Saoudite. D'abord en Arabie Saoudite, c'était un choix intelligent enfin, de sa part. Hein. C'est-à-dire le fait d'aller vers l'Arabie Saoudite, vers Israël et vers le Vatican. C'est-à-dire un peu séduire les 3 religions. Mais en fin de compte, c'est surtout Israël qui l'intéressait. Et c'était la première fois où un président américain en exercice allait visiter le mur des lamentations, Haram Sharif. C'était quelque chose d'inédit. Parce qu'il y a aux États-Unis actuellement un lobby puissant. Il avait fait un discours quand il était en campagne électorale. Il avait fait un discours devant l'AIPAC, c'est-à-dire la toute puissante agence, le fameux lobby juif sioniste, surtout aux États-Unis. Il leur avait promis qu'il appliquerait pratiquement la loi de 95. Mais promesse électorale, effectivement. Resolution on base acte, pratiquement. Donc il y a une logique de fait. Et surtout, c'est favorisé par ce qui se passe actuellement. Il n'y a plus de Syrie, pratiquement, il n'y a plus d'Irak, il n'y a plus de chefs qui résistent, pratiquement. Il n'y a plus de résistance. L'Égypte, maintenant, et c'est là où on peut, maintenant, les questions, on se pose des questions. Pourquoi Daesh? En fin de compte, on comprend que Daesh a été poussé pour justement déstructurer le Proche-Orient. On le voit, l'armée, par exemple, égyptienne, elle est maintenant dans le bourbier au Sinaï. Donc neutraliser l'armée égyptienne, c'est-à-dire l'état pivot de l'Égypte, maintenant, elle est neutralisée. L'Arabie Saoudite, c'est une création des Anglo-Saxons, il ne faut jamais l'oublier. Donc les gens s'étonnent alors qu'il y a quelques jours, par exemple, on dit que le roi, le jeune prince Ben Salman, il avait dit qu'il faut s'entendre avec Israël, et alors qu'il a été contredit par son père, le roi. C'est une situation très favorable. Bon, si on se remet aux déclarations officielles, même l'Arabie Saoudite... Je voudrais préciser quelque chose de très important, c'est que tout récemment, Netanyahou, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, aujourd'hui, dans la région, il y a, depuis quelques années, depuis une dizaine d'années, il y a des changements favorables pour Israël, qui n'est plus considéré comme un pays ennemi, mais comme un État, comme un pays allié, même pas ami. Et ça reste bien sûr une déclaration du Premier ministre israélien qui fait partie d'une guerre médiatique que livre Israël au monde arabe. Mais pour rester un peu autour de cette décision, Amazit Boukhalifa, donc on est loin d'une déclaration émanant, peut-être entre parenthèses, d'un tempérament arrogant comme il est décrit dans la presse aussi bien américaine qu'étrangère, mais bel et bien dans un schéma bien structuré et élaboré. Parmi les seules promesses qui ont été faites par Trump, promesses électorales qui ont été faites par Trump, c'était effectivement la reconnaissance d'Al-Quds comme capitale de l'État hébreu. Il n'a pas promis la paix. Il n'a pas promis, il n'y avait dans sa campagne, il n'y avait rien qui puisse dire qu'il va s'intéresser à cette question et qu'il va faire évoluer les choses. Il a parlé d'un accord ultime. Oui, c'est-à-dire, bon, mais seulement, je crois qu'à quelque chose malheur et bon, c'est-à-dire que par cette décision, il disqualifie les États-Unis comme étant une partie, maintenant c'est une partie prenante, c'est une partie qui est engagée du côté israélien, on ne se faisait pas de doute de toutes les façons. Mais seulement, je crois qu'on va enfin
la question palestinienne va enfin se débarrasser de la diplomatie. Parce que c'est la diplomatie qui a pris en charge cette question depuis le processus, disons, particulièrement depuis le processus d'Oslo et avant le processus de Madrid. Donc, à partir de maintenant, les jeux sont clairs. Les jeux sont clairs et chaque pays de la région, même si, comme disait mon ami Belhi, les jeux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de solidarité, il n'y a plus de ce qu'on appelait la fraternité, le monde arabe et tout ce dont on se gargarisait, n'existe plus. Le monde musulman a éclaté, les solidarités entre arabes, musulmans et non musulmans et non arabes ont éclaté, les solidarités à l'intérieur de l'islam ont éclaté, il ne reste plus rien. Donc, comme disait Mohamed, c'est un boulevard. Donc il arrive à un moment, c'est-à-dire on a vu les réactions, d'ailleurs qui sont des réactions mitigées, ce ne sont pas des réactions. Il n'y a plus la Syrie, il n'y a plus la ligne de front, c'est ce qu'on appelait la ligne de front à l'époque, qui a joué un jeu fondamental dans la résistance à Israël. La diplomatie américaine a été celle c'est-à-dire qu'on a banalisé cette question, on a enlevé à la Palestine le rôle de noyau de tout le Moyen-Orient, de pôle d'intérêt des politiques au Moyen-Orient. Alors, Monsieur Dr Chekchek, vous venez d'écouter un peu les propos de Monsieur Hamazit Boukhalifa. Ne pensez-vous pas que cette décision de Trump redonne un peu de l'importance à la question palestinienne, reléguée en deuxième position par rapport à ce qui se passait dans le monde arabe, où on ne parlait que de printemps arabe et très peu de la question palestinienne? Oui, c'est juste. Les dernières années, la Palestine a été reculée en deuxième ou troisième place dans les intérêts de la population dans le monde en général. Et ça fait partie aussi de ce qu'a dit le monsieur, que la situation arabe, ça a encouragé bien sûr l'Amérique et Israël à accéder, à penser, à déclarer, à prendre ces décisions. Mais je vais ajouter encore à tout ce qu'on a dit qu'il y a d'autres causes profondes, je crois. Et, par exemple, il ne faut pas négliger le profil psychique de Donald Trump. C'est, à mon avis, c'est une personnalité paranoïaque qui rêve d'être un héros dans l'histoire et qui rêve aussi d'être héros dans l'histoire d'Israël, d'enregistrer ce nom à côté des prophètes et des messengers, et que ce nom soit enregistré sur à côté de la Bible, par exemple. Surtout si on sait qu'il y a en Amérique ce qu'on appelle les angéliques, ceux qui croient en ce qu'on appelle le retour du Messie. Oui, le retour du Messie. Et ça, c'est ancien. Et si on sait encore, 80% des angéliques ont voté Trump. Et ça coïncide avec le profil psychique de Trump. Donc, à un moment donné, dans toutes les circonstances, soit convenables dans le monde arabe et en général dans le monde entier, et s'il était encore encouragé par quelques pays arabes. Il faut dire ça, c'est la vérité. Donc c'était le moment propice pour déclarer, pour prendre sa décision. Et encore, il était entouré par des personnages qui sont pro-israéliens. Kushner, etc. Oui, donc... Ils ont des intérêts carrément avec... et ça, c'est très important. De comprendre un peu dans la société américaine, ces tendances angéliques qui rêvent de retour de Messie. Et ils croient que déclarer Jérusalem, Al-Quds en tant que capitale d'Israël, c'est une condition inévitable pour que le temple soit encore reconstruit et la guerre de Harmageddon encore se déclenche
Et dans ce cas-là, le Jésus-Christ va retourner. Oui, mais c'est véridique. Et c'est ça la politique qui gouverne à notre époque le monde entier. Oui, mais est-ce qu'on peut prendre en considération cette dimension eschatologique, professeur Chemseddine Chitoun, oui, alors, évidemment, cette prise de décision là, vous me tendez la perche, parce que je vais revenir un peu en arrière à la promesse de Dieu. Dieu a promis donc une terre, la terre promise. Mais il faut quand même ne pas jouer sur les mots. Il a promis que les Juifs allaient retourner donc dans la terre d'Israël. Et la terre d'Israël, c'était les deux petits royaumes de Judée et de Samarie. C'est 3 fois rien. Ça n'a rien à voir avec la Palestine en elle-même. Dieu a parlé de la terre sainte, pas la terre d'Israël. Oui, mais enfin, je dis, parce que le récit national israélien se base là-dessus. Quand M. Netanyahou, hier, était à Paris, il leur a dit « Pourquoi voulez-vous que Jérusalem ne soit pas la capitale d'Israël ?» Jérusalem est la capitale depuis 3000 ans. C'est-à-dire qu'il renvoie à quelque chose où les gens sont perdus. Quand vous allez vers l'irrationnel, vous ne pouvez plus travailler. Il vous met sur un autre fichier et vous ne pouvez pas le suivre. Donc cette dimension eschatologique m'interpelle parce que ce que vous avez oublié de dire, c'est que les Américains, ce qu'ils appellent les white, comment on les appelle les WASP. Voilà, les WASP. Les WASP, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent il faut qu'on aide la reconstruction du temple. Exactement. Pour qu'il y ait reconstruction du temple, il faut que Jérusalem devienne juive. Une fois que le temple est reconstruit, il pourra permettre la parousie du Christ, c'est-à-dire le retour du Christ sur terre. Et quand le Christ sera là, les Juifs, ça on ne le dit pas, doivent se convertir au christianisme, sinon ils vont être tous, en quelque sorte, tués. Voilà ce qui est prévu, en quelque sorte dans les textes proprement dit. Bon, mais ça c'est la Bible. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant 2000 ans, les Juifs ont été les déicides, c'est eux qui ont tué le Christ. L'Église les a en quelque sorte diabolisés. La venue de Hitler, il n'est pas venu comme ça. Le terrain était propice, c'est l'anti-judaïsme du 19e siècle. Donc, si vous voulez, le nazisme n'est pas tombé du ciel. Et tout ceci a amené ce qu'on appelle les massacres de masse. Personnellement, je ne l'appelle pas la Shoah. Ce sont des massacres de masse, c'est vrai, mais au même titre que les Tziganes et les autres personnes qui en ont souffert. Qu'est-ce qui s'est passé? À partir de cela, il y a une légitimité qui a été acquise. Quand on parle des frontières d'Israël, c'est la frontière d'Auschwitz, à savoir qu'il ne faut pas y toucher. Mais plus loin encore, après Dieu, il y a eu Lord Balfour. Pour la seconde fois, il a promis un homme aux Israéliens en 1917, la même année où il y a eu ce fameux découpage du Moyen-Orient, ces accords Sykes-Picot. L'Empire ottoman était en dérive, et c'est là où les pays ont été créés. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Arabie saoudite, c'est une création. L'Irak, c'est une création. Le Liban n'existait pas. Le Liban faisait partie de la Syrie. Et donc ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils ont fait le découpage qu'il faut. Et maintenant, un siècle après, on va tout doucement vers un nouveau découpage. Alors, justement, si vous parlez d'un nouveau découpage, ce qui nous amène à parler, de sortir un peu de ces sentiers de tradition judéo-chrétienne, biblique, eschatologique aussi. Le discours religieux de l'évangélisme. Oui, pour rester justement dans le... Quelle est la symbolique d'Al-Quds en dehors de cette dimension religieuse et culturelle dans la stratégie de la diplomatie américaine ou israélienne? Alors la symbolique par rapport à... Il y a une double symbolique. Il y a la symbolique pour les musulmans, et en particulier pour les Nord-Africains et surtout pour les Algériens. Il y a une symbolique, il y a un attachement. Il y a beaucoup de gens qui ignorent qu'à un moment donné, surtout le Haï, le Maghariba, c'est la Jérusalem-Est, c'est depuis Sidi Boumediene à l'époque, qui a participé avec Salah ad-Din Ayyoubi
il y a tout un quartier maghrébin. Donc, les Algériens, quelque part, s'ils connaissent cette vérité, ils vont se reconnaître dans cet aspect-là. Donc c'est une symbolique attachante par rapport aux musulmans, par rapport aux Algériens, aux Nord-Africains, Marocains, Tunisiens, etc. Et puis il y a la symbolique propre aux Israéliens. En fin de compte, ce n'est qu'après 67 qu'il y a un consensus par rapport à Jérusalem. Et si justement on étudie la personnalité de Netanyahou, il ne faut pas oublier que Netanyahou est le fils d'un historien nationaliste, du révisionnisme, sionisme révisionniste. Mais c'est un Ashkénaze, ouais. Son père est un Polonais. Mais ce qui est intéressant, c'est la ligne dure de représenter par rapport à Yehoud Barak. Par exemple, à un moment donné, Yehoud Barak, il disait, par exemple, pour le Palestinien, Yasser Arafat, plutôt Mahmoud Abbas, il disait, bon, on va vous donner une petite part, c'est-à-dire Jérusalem, à Abu Dis, où vous êtes bien placé. Et parce que Yehoud Barak était proche de Ben Gurion. Parce que dans l'establishment, les pères fondateurs... Ben Gurion qui ne voulait pas d'Al-Quds, capitale de l'État. Bien sûr. C'était Menachem Begin. Et on retrouve le lien entre Begin et Netanyahou. C'est l'aile dure, pour eux, c'est carrément, il faut chasser pratiquement tous les Palestiniens. Le paradoxe, c'est que tous les pères fondateurs du sionisme, vous prenez par exemple Theodor Herzl, vous prenez Weizmann, pour Herzl, il promettait surtout aux chrétiens, il leur promettait quelque part un territoire à Jérusalem. Weizmann, pour lui, se foutait carrément de Jérusalem. Ce n'est qu'après, y compris à un moment donné, même Moshe Dayan, le ministre de la Défense, avant le 67. Pour eux, c'était pas quelque chose d'important. Ce n'est qu'après 67, qu'effectivement, il y a un consensus que Jérusalem devienne la capitale une et indivisible de l'État d'Israël. Donc, et quand l'année passée, en 2016, l'UNESCO a voté une résolution qui renie le caractère judaïque de Jérusalem-Est, et ça a été interprété comme une blessure symbolique. Parce que pour l'UNESCO ne reconnaît pas le caractère judaïque de Jérusalem-Est, le Quds. Voilà. Donc, voilà à peu près, il y a des contradictions, parce que le sionisme, on a tendance à croire que le sionisme c'est un bloc. En fin de compte, il y a un courant libéral, et surtout Netanyahou, c'est vraiment, toute sa famille était proche des thèses du sionisme révisionniste, anticommuniste, fasciste pratiquement. Il a fait Amaïti. Et voilà, et il se retrouve avec Trump, avec les évangélistes, pratiquement. Alors, Amazit Boukhalfa, la décision des États-Unis peut-elle changer les choses dans la région et dans quel sens? Non, je crois que ça va... Quel avenir pour le processus de paix, si on c'est-à-dire peut l'appeler encore que l'illégalité, c'est-à-dire que les Américains se sont inscrits dans l'illégalité, c'est-à-dire par leur bon vouloir, ils inscrivent leur action dans l'action israélienne, c'est-à-dire faites ce que vous voulez. Il y a aujourd'hui la première puissance militaire mondiale qui se range du côté de l'illégalité, membre du Conseil de sécurité, membre du processus de paix. Ce qui s'est passé, c'est que on a l'impression de tomber sur la tête alors que c'est faux. Il y a eu un processus qui a été fait, l'isolement de Jérusalem, l'isolé de la Cisjordanie. On a fait un mur qui suit le tracé orographique des réserves en eau de tout le pays. Tout cela était visible. 20 000 maisons ont été détruites à Jérusalem. 20 000 maisons entre 67 et aujourd'hui. 20 000 maisons, c'est une ville. Tout cela procédait justement c'était un processus qui allait nous mener inévitablement vers ça. Les Palestiniens ne sont pas étonnés. Le peuple palestinien n'est pas étonné. Le Palestinien dans la rue, il dit oui, c'est vrai. On nous a lâché le monde arabe parce que ils ont espéré en Nasser, ils ont espéré en les Arabes, ils ont espéré en Suisse. L'espoir a fait vivre. Je ne sais pas, je crois que c'est Darwish qui disait que ma force, c'est mon espoir. C'est parce que j'espère que je suis fort. Les Palestiniens ont vécu de l'espoir. Et aujourd'hui, ce n'est pas la désillusion, mais ils sont partis de l'espoir jusqu'au désespoir. Et aujourd'hui, que va-t-il se passer?
Que va-t-il se passer de plus que ce qu'ils subissent depuis 1948 pour le peuple palestinien? Pour la région, c'est-à-dire que c'est ce qui attend, pour que des frontières... Quand ils ont lancé le processus de la première guerre du Golfe, enfin disons, je ne parle pas du conflit irano-irakien, la première guerre du Golfe procédait justement de la reconfiguration géographique en fonction des ethnies, des religions dans cette région. C'était visible aussi. Mais tout cela, ce qui est étonnant, c'est que tous les Arabes, tous les pays arabes du Golfe Persique à l'Atlantique voyaient arriver ceci et on se réunissait dans la Ligue arabe comme s'il ne se passait absolument rien. On a réédité des slogans, oui, la Palestine, ceci, etc. Tout le monde a considéré la Palestine comme une légitimité de pouvoir à l'intérieur des régimes arabes. Le soutien à la Palestine suffisait pour être légitime aux yeux du peuple. Mais aujourd'hui, dire la trahison est un mot. Il y a un peuple. Ce ne sont pas des mots, il y a un peuple. Parce que c'est sur cela, ce n'est pas sur l'un, c'est le peuple palestinien. Qu'est-ce qui va se passer pour eux maintenant? Alors c'est la question qu'on pose à Dr Ali Chekchek. Vous êtes palestinien, alors un sentiment de désespoir, est-ce qu'un sentiment de désespoir s'installe chez les Palestiniens aujourd'hui? Pas du tout. Et je dis que ce qu'il a dit le monsieur, à mon avis, c'est juste. Les Palestiniens avaient toujours le désespoir par rapport aux régimes arabes. Mais, parce que c'est un peuple vif et qui ne perd jamais l'espoir, donc il a toujours espéré. Il a toujours espéré, même au moment très difficile dans l'histoire palestinienne. On était exposé à des massacres dans nos espaces, soit avant 1948 encore. On avait beaucoup de révolutions, où toujours c'était des régimes arabes qui déçoivent le peuple palestinien. Et après le 1948, on était victime de beaucoup de guerres en 1956, en 1967, massacre de septembre 1970 en Jordanie, ce qui s'est passé à Beyrouth, etc., l'Intifada, etc. Toujours on sait ce que ça veut dire le conflit avec les Israéliens. Les Israéliens, on espère tout d'abord, on a confiance au peuple arabe. On a la foi que notre cause est juste et on a la foi aussi qu'enfin on va gagner. Car on connaît les Israéliens face à face. On les connaît très bien, on sait bien comment ils pensent et on sait bien que cet État n'existe qu'à par la force. Mais l'espoir, un enfant palestinien, quand il fait face à un char, on dit char israélien, oui. Donc ça reflète la foi de cet enfant et la force qu'il a en lui. Mais maintenant, le peuple palestinien, il est fort. Mais ce qui se passe maintenant, à mon avis, je ne dis pas que ce n'est pas étonnant, mais je vous assure que ce n'est pas étonnant à la fois. On s'attendait toujours à ce moment. C'est le moment de la vérité, de la réalité, de ce qu'on attendait depuis toujours. Est-ce que ça va changer la vision des choses chez l'autorité palestinienne qui semble s'inscrire dans une logique de concession depuis les accords d'Oslo? C'est un conflit. Même les accords d'Oslo, actuellement, ils deviennent caducs. C'est caduc. Carrément. Alors que les accords d'Oslo de 1993 pratiquement donnaient de l'importance au statut de Jérusalem. C'était un statut négociable. Universel. Ça va changer beaucoup de choses sur la pensée internationale en général. Ça menace le régime mondial en général. Ce qu'il a fait Trump, ça casse, ça abolit, ça fait beaucoup de graves choses. Mais je vous dis encore une chose. À mon avis, qu'il n'y avait jamais un processus de paix. C'était un piège. Ils savaient très bien que c'était un piège. Je parle des Israéliens, des Américains, surtout. Mais on n'avait pas le choix.
Et Yasser Arafat, il savait que ça ne sera pas facile d'avoir quelque chose. Il a lutté, il a incité l'intifada en 2002. Donc il savait qu'il fallait beaucoup de temps pour qu'on ait arrivé à notre but. Donc on n'est pas étonné dans le propre sens du mot. Mais ne faut-il pas relancer une nouvelle intifada aujourd'hui, ça n'empêche quand ce moment arrive, on sera bien sûr souffrir. C'est un moment d'amer, c'est un moment de déception de la part des grandes puissances du monde, mais surtout de la part de beaucoup de régimes arabes. Ce qui nous soutient, ce qui fait que le peuple palestinien toujours reste debout, c'est deux choses, qu'il croit en sa cause, il croit au peuple arabe, musulman, et le peuple en général dans le monde. Vous voyez ce qui se passe partout dans le monde. Pour la première fois, l'Amérique est isolée, carrément. Au Conseil de sécurité, il y avait 14 pays contre l'Amérique. Mais cela n'a pas empêché les États-Unis. Bien sûr. Oui, mais enfin, c'est plus complexe que cela parce qu'on ne se rend pas assez compte de la souffrance, du calvaire des Palestiniens depuis la Nekba. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu en quelque sorte un nettoyage ethnique. Exactement. Qui a fait qu'on commençait déjà à pressentir ce que devrait être le futur Jérusalem. Mais il faut bien le dire aussi à notre grande honte que beaucoup de Palestiniens ont vendu aux Israéliens leur maison. C'est-à-dire qu'ils ont participé quelque part à la stratégie israélienne visant en quelque sorte à aseptiser Jérusalem de ces Palestiniens. Je m'excuse, alors le gros problème, je dois intervenir. Non, le gros problème, non, c'était très important. Il y a des textes qui disent que des Palestiniens ont vendu leur maison. Peut-être par la force, peut-être avec un... Dans tout état de cause, des maisons ont été démolies, ça c'est vrai. Et on a fait la fameuse loi du retour qui fait qu'un juif du monde entier peut revenir en Israël, mais pas ce qu'on appelle un Palestinien qui est parti, il ne peut plus revenir. D'ailleurs, c'est en négociation, toujours en négociation parmi les demandes des Palestiniens. Tout ceci pour dire que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on s'installe en quelque sorte dans la fatalité. Les gens veulent que c'est comme ça. Et le gros problème, c'est effectivement les pays arabes, je crois qu'ils ont atteint le fond. D'une certaine façon, ils ne font plus rien, mais ce qui est plus grave encore maintenant, c'est que nous voyons de nouvelles, en quelque sorte, relations entre Israël, entre l'Arabie saoudite, pour pouvoir essayer, et c'est le vrai problème, on n'en parle pas assez, le vrai problème, ce n'est pas Jérusalem en lui-même, c'est comment démolir l'Iran. Et pour cela, il faut une coalition, la coalition États-Unis, Israël, Arabie saoudite. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que Mahmoud Abbas, le 6 décembre, il n'y a pas longtemps, il a été reçu en Arabie saoudite. On lui a donné un deal. Voilà, si tu n'acceptes pas, on est capable de tout démolir et on va faire revenir Dahlan, qui est actuellement en Arabie saoudite, au Moyen-Orient, je ne sais plus dans quelle ville. Bref, on fait peur à l'autorité palestinienne pour l'obliger à accepter une solution inacceptable. Selon la presse américaine. Selon le New York Times, et qui est très important. Et ça, c'est des trucs importants, il faut les prendre en considération. À savoir qu'actuellement, il y a une coalition de l'Arabie saoudite avec Israël. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est plus un partenaire, c'est un allié. Et l'allié contre quoi? C'est l'acte chiite. L'acte chiite, c'est-à-dire casser le chiisme. Et en fait, l'Arabie saoudite va être première au Moyen-Orient. Pour cela, il faut casser. Et ça tombe très bien pour Israël. Parce qu'Israël a toujours peur, en quelque sorte, de l'Iran, le fameux problème de la bombe, etc. Moi, je vous poserai peut-être une autre question. Est-ce que cette décision de Trump
n'est pas favorable à un pays comme l'Iran, dans le sens où il reste aujourd'hui, se place comme étant leadership contre la politique israélienne dans la région. Oui, c'est très important ça. Vous avez raison de le dire, mais attendez, l'Iran c'est un gros morceau. Ils ont pratiquement atomisé tous les pays arabes, mais c'est pas facile. L'Iran c'est pas facile. Ça veut dire qu'ils auront certainement d'énormes difficultés. Pourquoi? Parce que l'Iran c'est un pays technologique. Ça n'a rien à voir avec nous autres pays arabes. Il n'y a rien. Du point de vue technologique, s'entend. L'Iran construit ses bateaux, construit ses sous-marins, construit ses fusées. L'Iran est une nation scientifique et technologique au sens vrai du terme. Et dans ce monde qui est en train de se positionner à l'échelle internationale, c'est que si vous n'avez pas la puissance scientifique, vous ne pouvez rien faire. Les pays arabes, c'est quoi? Et Goulik, c'est, comme dirait Laurence d'Arabie, c'est le peuple des beaux départs. Armons-nous. Mais ensuite, Itfaou, le peuple des beaux départs. C'est très très grave, comme ça veut dire quoi? Ça n'a rien à voir avec les peuples. Les peuples sont respectables en eux-mêmes. Je parle des dirigeants. Et donc, à partir de ce moment-là, ils peuvent s'égosiller, ils peuvent les larmes de crocodile dont vous avez parlé tout à l'heure, mais il ne se passera rien. Le vrai problème actuellement, c'est comment cerner l'Iran. Jérusalem, c'est pour un artefact. Mais pour l'histoire, il ne faut pas croire que c'est un problème religieux. Israël veut elle veut être un État juif. Un État juif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les Palestiniens, chrétiens ou musulmans, doivent sortir. Permettez-moi, si vous permettez, on permet peut-être à monsieur de revenir sur... Pour question de vérité et de dignité encore. Je suis palestinien. J'ai mes parents, mes grands-parents, mes voisins, etc. J'ai lu beaucoup de documents sur la question de que les Palestiniens ont vendu. Aucun Palestinien n'a vendu sa maison. C'est je ne sais pas comment les appeler, des nouvelles, des propagandes pour diaboliser les Palestiniens et justifier leur relation avec l'État sioniste. C'est ça. Bref, il y a beaucoup de documents, je vais les passer pour vous. C'était interdit. Comment? Moi, je voudrais justement, si vous permettez, je voudrais apporter une précision. Une phrase, parce que c'est vrai que, une seule phrase. Parce qu'on a l'impression que les Palestiniens, c'est vrai ont été leurs propres bourreaux, ce qui n'est pas le cas. En partie. Voilà. Bien sûr, en partie. Mais pas dans tous les cas. Puisque quand il y a eu le plan de partage en 1947, c'était prévu qu'il y ait des parties distinctes. Oui, mais il y avait une continuité. Il n'y a plus maintenant la continuité. Attendez. Voilà. C'était des parties distinctes pour les Juifs, pour les musulmans, etc. Oui. Par rapport on parle toujours de Jérusalem. Hein. Mais l'organisation juive qui avait refusé, sioniste en fin de compte, qui avait refusé ce plan de partage, c'était l'organisation terroriste l'Irgun. Jamais l'oublier. De Menahem Begin. Voilà, Irgun. Et laquelle organisation avait justement créé des émeutes, parce que juste après le départ des Britanniques, il y a eu la première guerre israélo-arabe, palestinienne, à laquelle avaient participé même des Algériens en 1948, la fameuse Nekba. Et Irgun, c'était une organisation terroriste, pratiquement ils ont chassé tous les Palestiniens. Et on le voit par exemple, et c'est une suite logique jusqu'à maintenant, si vous prenez en termes de population, de structure démographique. En 1947, il y avait plus de Palestiniens, d'Arabes, que de Juifs. Oui. Après l'occupation en 1967, il y a eu un inversement. Et aujourd'hui, il y a plus de Juifs que de Palestiniens. Ça veut dire que c'est pas une affaire religieuse, c'est un fait colonial. Colonial, c'est clair. À preuve, puisque en 1947, il y avait plus d'Arabes que de... Et c'était chez eux. Ils ont été chassés par des organisations terroristes comme l'Irgun. D'un mot, s'il vous plaît, juste pour rebondir sur ce qu'il dit et rejoindre ce qu'il dit. C'est exactement le même processus que celui qui a été enclenché avec la loi Varnier en Algérie. Voilà. C'est-à-dire qu'on a obligé les gens à vendre. On nous a mis devant... C'est-à-dire que pour casser
l'indivision, pour casser l'indivision et casser le machin, il fallait un cheval de Troie. Voilà. Et on mettait un cheval de Troie, un Algérien bien sûr de souche, Bien sûr. qui allait vendre parce qu'on a autorisé la vente, qui allait vendre à un colon. Et le colon rentrait. C'est exactement le même processus qui s'est passé en Palestine. C'est-à-dire qu'on a obligé, c'est-à-dire en rentrant à l'intérieur. Par la suite, à partir de 67, il était interdit de vendre. L'autorité, pas l'autorité palestinienne à l'époque, que ce soit le Fatah et ensuite l'OLP, il était interdit aux Palestiniens de vendre aux Juifs à Jérusalem. C'était interdit. Et c'était bravé l'autorité. Malgré les pressions qui étaient faites, malgré les pressions et malgré la colonisation, elle s'est faite avec de nouvelles constructions. Elle ne s'est pas faite avec l'achat comme on dit, c'est faux. Et puis quand on dit ils ont vendu, ça légitime l'occupation. Tu m'as vendu, j'ai payé avec mon argent. Ça, c'est une vieille rengaine qu'on connaît depuis 48, depuis la Nakba. À mon avis, on a imposé un climat de terreur avec la complicité des Britanniques. Oui, mais jamais un Palestinien a vendu sa maison à un Juif. Jamais. Il y a d'autres politiques qui étaient suivis. Mais je vous assure encore, même les Palestiniens, jusqu'aujourd'hui, on garde les clés de notre maison et les papiers. Oui, mais ce qu'il dit là est tout à fait vrai, à savoir qu'on oblige par la force des choses, on oblige certains, pas tous évidemment, ce que j'avais dit tout à l'heure, à essayer de... Et ce qui fait que finalement, les Juifs, mais il faut savoir ce que vous avez oublié de dire, cher ami, c'est que quand il y a eu le partage, qui a été fait par un diplomate suédois, 65% de la terre a été donnée aux Juifs, alors que ce sont les Palestiniens qui étaient plus nombreux. Bien sûr. Et la continuité, et quand on lui a dit pourquoi vous avez fait ça, que non, j'aime pas les Arabes. Je n'aime pas, il était sioniste. Docteur, je n'aime pas les Arabes. Et de cette façon-là, la continuité, donc, qu'est-ce qui se passe? Il est pratiquement impossible d'avoir deux États. Je crois qu'il faut qu'on en arrive là. On va laisser monsieur docteur Chekchek s'expliquer autour de cette question. Oui, mais la superficie de terrain possédée par le Juif jusqu'au 48 ne dépasse pas 3%. 3% de la Palestine. Mais cette terre était prise par avant le partage. Oui, le partage, c'était une décision. C'était pas une vente. Mais la terre qui était prise par la Juif, le processus était facilité par le mandat britannique. Il y avait et encore une chose que je ne voulais pas dire, des familles d'origine libanaise surtout et syrienne. Et leur nom et la quantité de la superficie de terre qu'ils ont vendue aux Juifs, c'est enregistré et su très bien par les Palestiniens. Mais je vous assure qu'aucun Palestinien a vendu sa terre directement à un Juif. Ça s'est arrivé pendant quelques cas, ce qu'on appelle harki en Algérie. Traître, un arabe, traître, qui vient acheter une maison de vous. Et vend aux autres. Et oui, il fait le médiateur d'un Juif. Mais dans tous les cas, c'était des minorités très minimes. Alors, on s'intéresse autour de cette question un point important. On l'a cité tout à l'heure. On revient maintenant à M. Balhi. Donc, un contexte marqué par un jeu des alliances entre les acteurs, de tous les acteurs du Proche-Orient. Alors, pays arabes, Israël, Iran. Alors, quel impact de cette décision sur ce jeu d'alliance? Le jeu d'alliance... c'est que la stratégie américaine, pratiquement américaine, israélienne, britannique, c'est de faire en sorte qu'il y ait un ennemi, que les Arabes, enfin les pays de la région, identifient un ennemi, lequel ennemi c'est l'Iran. D'où justement cette guerre entre Sunna et Shia. Alors qu'elle n'existait pas. Clivage. Voilà, c'est comme en Palestine. Il y avait une cohabitation entre les communautés juives, chrétiennes et musulmanes. Et on a fait en sorte qu'ils se rentrent dedans. La même chose, on a créé une guerre. Et c'est là où on a fabriqué justement cette histoire de Daesh. C'est pour déstructurer toute la région et faire en sorte qu'il y ait un ennemi qui fasse peur aux pays du Golfe, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Cibler un pays, c'est l'Iran,
Donc on est toujours dans la logique de l'axe du mal, en fait. Oui, mais bien sûr. Sans la Syrie et sans l'Irak. On entend ce discours religieux parce qu'on est toujours dans une situation pratiquement impérialiste. Il faut occuper la région, il faut faire en sorte que Israël... Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose. Ce qu'avait révélé à un moment donné, ce qu'avait dit à un moment donné Hassan Heikel, c'est que quand il y a eu le drame pour les Israéliens, la guerre d'octobre 73, ça a été un traumatisme pour les Israéliens. Et à l'époque, Golda Meir avait dit il ne faut plus que tout cela se répète. Jamais. Ils ont retenu la leçon. Faire en sorte, on a créé justement cet islamisme. Ça profite à qui? Quand on crée en Irak, en Syrie, c'est pour permettre... Quand on prend ce qui se passe au Sinaï, il ne faut pas être vraiment sorcier pour imaginer que ce n'est pas possible. On entraîne l'armée égyptienne dans un bourbier, alors qu'Israël à côté, les gens vivent tranquillement. L'armée de Sahel, entre guillemets, l'armée israélienne, elle est à l'aise. La même chose quand on a créé Daesh. On attaque la Syrie et la Jordanie est épargnée. Toutes ces questions ont une réponse. La réponse, c'est qu'on a créé un ennemi. Je pense que l'environnement, il y a 3 pôles économiques importants dans la région. Il y a l'Arabie Saoudite qui est un pôle financier. Il y a le pôle iranien qui est très important. Et il y a le pôle turc. L'Iran et la Turquie se livrent une guerre féroce, une guerre économique féroce dans tout ce qui était les anciennes républiques de l'Union soviétique, les républiques du Sud. La profondeur de la Turquie, parce que ce sont des pays turcophones, à l'exception du Tadjikistan et du Kyrgyzstan, qui sont, ils sont farsiophones, si on peut dire, ils sont persophones, ils parlent une langue qui est proche du farsi. Donc il y a et il se trouve qu'il y a 2 pays sunnites, à majorité sunnite, l'Arabie Saoudite et la Turquie, et le troisième. Mais il ne peut y avoir une alliance, objectivement, une alliance entre les sunnites saoudiens et les sunnites turcs. L'autre émergence, c'est-à-dire c'est un petit peu ce qui s'était passé dans le conflit entre le Pakistan et l'Inde, qui a donné la résultante, les 2 forces sont enchaînées, il y a eu un surgissement du Bangladesh. Le Bangladesh est né du conflit entre l'Inde et le Pakistan de 1973. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la déstructuration totale de la région est en train de donner naissance à un vieux projet américain créé, un foyer, non, pas le Kurdistan, un foyer national kurde, calqué sur Israël. Calqué exactement, c'est-à-dire que tu peux être de n'importe quel pays, si tu es kurde, c'est ce que voudraient les Américains. Or, est-ce que c'est possible? Parce que le Kurdistan turc, les Kurdes turcs aussi qui sont à côté, les Turcs ne veulent pas entendre parler de ce foyer national. Ils ne veulent pas entendre parler. C'est-à-dire que c'est en pleine ébullition. Les cartes ont été distribuées par les Américains sur le dos des Palestiniens, encore une fois, sur le dos des Palestiniens. Et où est la communauté internationale qui a catégoriquement refusé... Justement, elle se tait. Non, par rapport à la position, si on parle de la position de l'Union européenne... La communauté internationale, tout à l'heure, vous avez parlé d'illégalité, c'est le cas. C'est l'illégalité. Parce que quand on prend les résolutions 476 et 478 du Conseil de sécurité de l'ONU, votées en 1980, suite justement pour demander à Israël de ne pas déclarer Jérusalem pour contrecarrer la loi votée par la Knesset en 1980, considérant justement Jérusalem comme capitale indivisible de l'État d'Israël. Il y a sur le plan international, il y a des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Justement, mais il faut ajouter qu'il y a 40 résolutions. Oui, mais c'est quand même... Aucune n'a été respectée. Voilà. Donc il y a un rapport de force. Il a fallu une résolution pour démolir. Justement, si vous permettez, je voudrais préciser une chose, c'est que pourquoi il y a un rapport de force qui est encore favorable aux États-Unis, même si avec l'arrivée de Poutine, il y a une sorte de bipolarisation dans la région. Mais là, le rôle de Poutine, par exemple de la Russie aujourd'hui, elle joue un rôle important, surtout par rapport à la Syrie, mais par rapport à Israël, il y a une sorte de, comme un compromis, un double jeu.
Parce qu'il ne faut pas oublier que Poutine a été 3 fois en Israël. Oui. Et il y a plus d'1,5 million de juifs russes qui sont installés en... Il a été même à l'église de Saint... Les Ashkénazes, sont c'est les les extrémistes. en plus. Voilà. Les extrémistes. Et puis il veut aussi vendre son gaz aux Israéliens. Il y a en principe la Russie qui joue, et puis il veut s'entendre avec Israël, une sorte de Donc chacun cherche son intérêt. Voilà, compromis par rapport à la Syrie. Vous ne touchez pas à la Syrie et on ne touche pas à Israël. Voilà à peu près un peu la politique. Il n'y a pas un conflit entre la Russie et Israël. Oui, bien sûr. Oui, la relation entre la Russie et Israël, c'est tout à fait différente de la relation entre les États-Unis et Israël. C'est pour ça que... Entre Israël et les États-Unis, c'est une alliance stratégique, religieuse, l'avenir, le futur du monde. C'est pas la même chose. Donc la Russie, elle a sa stratégie qui est tout à fait différente de celle des États-Unis. Et elle ne peut pas aller très loin avec les Palestiniens contre Israël, contrairement aux États-Unis par rapport à Israël. Donc par rapport aux États-Unis, c'est plus clair que la position russe. Plus clair et solide. Ce qui est le paradoxe de la Russie, c'est que la Russie a voté pour la résolution de l'UNESCO. Oui. C'est ça qui... Oui, 1947 aussi. Non, en 2016. La Russie a été avec l'Algérie, l'Égypte, la Chine... Contre la reconnaissance de la judaïté, si je ne me trompe pas, de Al-Quds. Allez-y, professeur Chitour, il ne reste pas beaucoup de temps, peut-être c'est votre dernier mot. Ah là, c'est pas mon dernier mot. Bien, je voulais simplement ajouter une chose qui nous a peut-être échappé dans ce débat, c'est la dimension énergétique, qui est très importante. La guerre syrienne a été faite en partie pour l'énergie. Le Qatar voulait exporter son gaz vers l'Europe. De la même façon, l'Iran veut aussi exporter son gaz vers l'Europe. Bref, il y a une tectonique concernant le gaz et concernant évidemment le pétrole. Ces pays-là, tant qu'il y aura encore, vous savez, 60% des réserves de pétrole et de gaz, pour le malheur des Arabes, c'est chez eux. Parce qu'évidemment, ça crée des envieux et ça crée évidemment des perturbations. La différence qu'il y a entre 1917 et 2017, c'est que l'Occident est sur le déclin. Même avec cette question de Jérusalem, etc., le barycentre du monde est en train de se déplacer vers l'Asie. Quand vous pensez que la Chine, ça a été la seule puissance cette fois-ci à dire « je ne suis pas d'accord » avec la résolution concernant Jérusalem. Il faut qu'on revienne au 22 novembre 1967. Israël doit sortir des territoires et Jérusalem-Est, c'est pour les Palestiniens. C'est la capitale de l'État de Palestine. La Russie ne l'a pas fait. Elle a dit « je veux comprendre ce qui s'est passé ». Je ne parle pas évidemment de la France. La France dit « nous allons discuter ». Nous allons discuter du futur statut. En clair, tout est open. Et comme disent les négociateurs palestiniens, quand on négocie avec Israël, c'est comme si on négociait une pizza. Pendant qu'on négocie, Israël mange la pizza. Ce qui veut dire que d'une certaine façon, il reste de moins en moins de territoire. Et cette fois, c'est Darba Kbira, parce qu'il n'y a plus de continuité avec la Cisjordanie. S'ils arrivent à tout prendre, c'est-à-dire qu'en fait, actuellement, il y a 500 000 Israéliens qui sont installés en Cisjordanie. Les colonies. Comment les faire partir? Impossible. Donc, mon sentiment, c'est qu'il est pratiquement impossible qu'il y ait 2 États. Impossible. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne peut se faire que par la force. Ou bien qu'il y ait un État national de toutes ses composantes. Mais il faut que ce soit un État laïque. Or, M. Netanyahu dit nous voulons être un État juif. C'est un État théocratique. Un État juif, ça veut dire que les Arabes chrétiens ou musulmans ne peuvent pas rester. Nous allons avoir une seconde Nekba. Même les Arabes israéliens actuellement, mais ils ne peuvent pas rester, ils doivent quitter. Et là, ce qu'il faut espérer, c'est que le barycentre du monde ayant basculé
vers l'Asie, la Russie, la Chine, les BRICS, le fameux BRICS proprement dit, vont faire peut-être écouter raison à Israël pour pouvoir enfin arriver à ces deux États. Mais tel que c'est actuellement, il reste à peu près 17% de la Palestine originelle. Et ces 17%, c'est une peau de léopard. Il n'y a pas de continuité. Déjà, la Vous avez des tâches ça fait 22%. Toute la Cisjordanie et la zone de Gaza, ça fait partie 22% de la Palestine Je parle de 17%, je ne parle pas de la bande de Gaza. Oui, oui, enfin, c'est presque... Voilà, donc, pour terminer, je crois que l'avenir ne peut se faire que par une remise autour du table, mais cette fois-ci, avec les nouveaux forts, c'est-à-dire les BRICS. Jusqu'à présent, c'était l'Occident, c'est-à-dire en fait les trois pays. On arrive à la fin de l'émission, professeur Chemdi. Je termine simplement pour dire que ces trois pays, l'Occident maintenant, il a mangé son pain blanc. Le barycentre du monde, et peut-être que nous aurons, Inch'Allah, la solution pour l'État de Palestine. Chitour, il ne reste pas un mot, non de temps. Pas un mot. Professeur Mohamed Belhi, c'est important. Il y a une bataille à mener à travers les réseaux sociaux pour qu'il y ait une connexion avec les opinions en Europe et aux États-Unis, et pas avec les dirigeants arabes. Et vous me tendez une perche pour dire à nos téléspectateurs que nous avons une page de l'émission, c'est la page de questions d'actu sur Facebook, si jamais vous voulez laisser un commentaire. Alors, peut-être rapidement, moi, je docteur veux dire Ali Chekchek. Des flashs. Tout d'abord, ce n'est pas un moment de désespoir, mais de tristesse. Je suis très triste qu'on a perdu beaucoup d'années comme ça gratuitement, qu'on a laissé les Israéliens, les Américains périsculer dans le monde arabe, que le monde arabe est, je ne sais pas comment, il n'est pas solide, il est en train de reculer. Mais c'est un moment, ces années, ils vont être des années de transformation. C'est comme un être humain, je ne sais pas comment te le dire. Il y a du tashkil l'alam l'arabi. Ce n'est pas une question, le conflit, ce n'est pas au niveau de bagarre directe, c'est un conflit de cerveau. De constitution, de civilisation, de technologie, de logique, etc. C'est ça la force. Et on est capable de faire ça. Ils veillent à ce que les Arabes n'ont pas la technologie, ne soient pas, ne pensent pas, ne possèdent pas leur théorie, leur université, les instituts de recherche, etc. C'est ça, tout cela compte et je crois que c'est un défi pour le monde arabe. Et les Arabes, je crois qu'ils vont, comment ça se dit, يعرفون enfin qu'il faut faire face à ce défi et réussir encore. Et peut-être c'est un déclic pour le monde arabe et musulman. Merci, docteur Ali Chekchek. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des médecins palestiniens en Algérie. Merci à vous également, professeur Chemdi Chitour, polytechnicien et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui que vous venez présenter aujourd'hui dans les éditions Casbah. Donc, Palestine, le calvaire. Laissez-moi présenter le livre. Alors, Palestine, le calvaire d'un peuple. Je ne sais pas si le réalisateur peut passer. Donc là, on a à l'antenne, enfin l'image, le calvaire d'un peuple, Palestine, donc de son auteur Chemdi Chitour, aux éditions Casbah. Je rappelle, préfacé par Feu Smaïl Hamdani. Allah yarhamou. Merci à vous également, Amazit Boukhalfa, donc journaliste, et à vos côtés également, Mohamed Belhi, journaliste et auteur de plusieurs ouvrages sur le patrimoine en Algérie. Peut-être l'occasion de les présenter ultérieurement. Merci à vous également, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau thème de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.